heureuse de savoir que vous êtes déjà là pour suivre ce rendez-vous de la semaine. Info 7, bonsoir, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Patrick Onoya, professeur de son état, lobbyiste, mais aussi président de la structure Action Fachi 2023, également administrateur à la Congolaise des voies maritimes, à CVM, c'est ça? Exact. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir madame. Vous avez bonne mine? Ben ça va, nous tenons bon. Surtout que le chef de l'État a déposé sa candidature, ça nous rassure. Eh bien, félicitations quand même, hein, depuis quand vous avez eu cette nomination à la CVM, on ne s'est plus revu sur ces plateaux. Exactement, c'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance, n'est-ce pas, de nous placer dans ce conseil d'administration afin que nous puissions apporter nos réflexions, pourquoi pas aussi nos actions, mais aussi à notre secrétaire général, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, pour nous avoir proposé. La CVM là même, c'est quoi? Je pense que pour certaines personnes, c'est pour la première fois d'entendre parler de la CVM. Exactement. En fait, c'était connu beaucoup plus dans son ancienne version qui est la RVM. Je crois que RVM, les gens entendent beaucoup plus. Oui. Régie des voies maritimes. En fait, c'est cette entreprise qui gère ce qu'on appelle le bief maritime, c'est-à-dire la porte d'entrée par la mer, n'est-ce pas, dans la République démocratique du Congo. Il faut baliser cette voie, il faut l'entretenir pour s'assurer que les navires qui entrent dans la République démocratique du Congo desservent les ports comme il faut. Donc, vous êtes entre Kinshasa et Congo central, c'est ça? Absolument, entre Kinshasa et Congo central, parce que naturellement, la CVM est basée à Boma et possède des agences à Matadi et à Banana, là où va être construit le port en eau profonde. Et à quel niveau on se trouve avec ces ports-là? Vous pouvez nous en dire quand même quelque chose? C'est vrai, bon, enfin, on a longtemps parlé de ce projet, on a applaudi. Oui, c'est un grand projet, c'est un grand projet qui va ouvrir des grands marchés en République démocratique du Congo, parce que vous vous rappellerez que Pointe-Noire actuellement est celui qui accueille le trafic de la République démocratique du Congo, parce que la RDC ne possède pas un port en eau profonde, ce qui fait qu'il y a des bateaux d'une certaine dimension qui ne peuvent pas accoster dans nos ports. Et qui fait que à ce jour, c'est le marché que bénéficie Pointe-Noire, qui a le port de Pointe-Noire, plus de 55% de son trafic, c'est lié au transbordement, c'est-à-dire lié au passage de grands navires vers des petits navires capables d'arriver à Matadi et à Boma. Et ce qui fait que c'est un véritable manque à gagner pour notre économie. Et il est vrai qu'il est important que ce port en eau profonde les travaux commencent très vite. Mais finalement, est-ce que ces travaux ont réellement commencé? On a quand même vu à un moment le président de la République avait fait les déplacements vers le lieu et on a applaudi. Mais aujourd'hui, est-ce que les travaux ont réellement commencé? Exactement, c'est un projet qui a vu la première pierre du chef de l'État, mais il faut dire que c'est un projet qui date de l'ancien régime, n'est-ce pas, où on avait vu l'ancien président placer aussi une première pierre. Et Félix aussi a placé une autre pierre. Il faut dire que je me sens assez mal pour en parler parce que je ne suis pas mandaté, mais je peux peut-être dire que tout provient du contrat signé, n'est-ce pas, à l'ancien régime, qui n'est pas au goût des patriotes. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses à revoir afin qu'il soit favorable aux Congolais. Entre-temps, le quinquennat de Félix Tshisekedi est en train de finir et donc on n'aura pas ce port. Je crois que les révisions sont fin prête, mais vous savez, c'était quand même désolant et triste de voir tout un gouvernement signer des contrats jusqu'à la phase de contrat. C'est ça qui rend les choses compliquées, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui ont été jusqu'au niveau de la phase du contrat, et ce qui fait que lorsqu'on est passé d'un protocole d'accord à un contrat volumineux comme ça, les choses ne sont pas aussi évidentes. Mais le chef de l'État, Fachi, en tant que patriote nationaliste, n'est-ce pas,
ne peut pas laisser passer un contrat qui n'est pas en faveur de la République démocratique du Congo. Mais si c'était un contrat qui n'était pas en faveur de la République démocratique du Congo, pourquoi poser une première pierre et après on part? Non, mais c'est parce que... Mais vous êtes quand même d'accord du fait que lorsqu'on pose la première pierre, c'est-à-dire que les travaux doivent quand même s'en suivre. Absolument. Il y a eu je dis bien que je me sens mal à l'aise pour en parler, mais je sens qu'il faut que je dise un mot. Oui, il faut dire quand même. Il y a un travail important qui a été fait à l'époque au niveau du conseiller spécial en matière des infrastructures sur la révision des aspects clés afin de le rendre profitable à la République démocratique du Congo, ce qui avait amené le chef de l'État à poser l'acte qu'elle a posé. Mais seulement un contrat, c'est deux parties, n'est-ce pas? L'autre partie est revenue à la charge sur certains aspects qui font que lorsqu'on parle droit, on est bien obligé d'arrêter, de suspendre momentanément le temps de finaliser les choses. Il s'agit là quand même du président de la République. Et que lorsque le président de la République pose des actes, on se dit que ce sont des actes sérieux et responsables. Est-ce que fallait-il laisser le président de la République poser cette première pierre et après arrêter les travaux? Non, je suis en train de parler des effets rétroactifs. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait pour réviser. C'est une question qui vous met mal à l'aise, mais nous parlons parce qu'au-delà de ça, vous êtes quand même membre du parti présidentiel et les Congolais attendent bien que le projet lancé, oui, Félix Tshisekedi ne peut pas tout finir dans ce quinquennat, mais des signaux forts, voire que le travail a commencé. Et tout ceci nous amène à de la jurisprudence. Parce que il était quand même inconcevable de constater que tout un gouvernement peut pratiquement brader, n'est-ce pas, voire hypothéquer une partie du pays, n'est-ce pas? Et ça, un nationaliste, un patriote tel que Félix Tshisekedi, lorsqu'il est au pouvoir, il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Donc, la jurisprudence ici, c'est de dire qu'il est important que les contrats soient scrutés et il faut éviter aussi les étrangers au pouvoir. Parce que quelque part, nous nous posons la question, un contrat comme un contrat, là je suis en train de paraphraser le chef de l'État lors de son dépôt de la candidature hier, et nous posons des questions, nous par exemple un projet tel que celui de Banana, à voir la manière dont il était signé, nous posons la question si ceux qui ont signé ce contrat aiment ce pays. Vous comprenez? Alors nous nous posons la question, nous nous disons, c'est comme lorsque vous êtes un père de famille et que le chef de l'État est un père de famille, n'est-ce pas? Et que vous faites quelque chose pour vos enfants, vous ne pouvez leur offrir que ce qu'il y a de mieux. Mais lorsque l'on constate que ce qui a été signé n'est pas en faveur de la République démocratique du Congo, vous comprenez qu'un patriote, un fils du pays, tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas le faire passer. Mais malheureusement, c'est un projet qui était déjà à la phase de contrat et l'investisseur, n'est-ce pas, a aussi un mot à dire, ce qui nous amène dans une situation d'arbitrage, de négociation. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, nous vous rappelons seulement que vous avez posé la première pierre pour la construction de ce port de Banana, une action qui a été donc applaudie par plusieurs personnes. Alors, Patrick Onoya, professeur de votre État, je suppose que vous êtes chrétien. Absolument. Vous avez quand même suivi ce qui s'est passé en Israël, mais non. Exactement. C'est un revirement de l'histoire qui étonne et qui fait réfléchir. Lorsque les Palestiniens peuvent effectuer des opérations en Israël où ils arrivent à enlever pas seulement des civils, mais aussi des soldats, n'est-ce pas, pour les maintenir captifs, n'est-ce pas, en Palestine, on se pose des questions parce que nous savons que les services de renseignement israéliens sont parmi les meilleurs du monde. On se pose des questions, leurs services de sécurité, on se pose des questions, comment cela a pu se passer, et pas seulement dans une seule ville, n'est-ce pas, dans plusieurs villes à la fois. On parle de la porosité des frontières, on parle de dysfonctionnement dans les services de renseignement,
Mais c'est vrai que lorsque vous me posez la question « est-ce que je suis chrétien ?», on a à se poser des questions par rapport aux signes prophétiques. Et alors, quelle est la lecture que vous faites de cette histoire qui éclate comme ça, à la grande surprise de plus d'une personne? On sait quand même qu'il y a toujours des menaces qui pèsent sur Israël, mais vous, en tant que chrétien, votre lecture de cette situation? Bien, écoutez, tout ceci, de manière générale, en tant que chrétien, entre dans le cadre des signes liés à la fin du monde. C'est-à-dire que là, si nous sommes chrétiens, nous voyons ce sont les signes apocalyptiques, n'est-ce pas, de la fin du monde, d'une guerre inévitable qui a été annoncée et qui aurait son centre Israël, particulièrement Jérusalem, parce que vous savez aussi que les Arabes réclament Israël et particulièrement Jérusalem, n'est-ce pas, comme leur ville sainte, prophétique aussi à leurs yeux, mais prophétique aux yeux des Juifs aussi. Et cela démontre un peu qu'il est possible que cette guerre qui devrait éclater, avec comme centre Jérusalem, pourrait arriver. Et quelles sont les menaces qui peuvent peser sur d'autres pays, des chrétiens ou les autres pays du monde? Naturellement, on aurait pensé que la guerre russo-ukrainienne ouvrirait la voie vers la Troisième Guerre mondiale. Plutôt, on est en train plutôt de voir que si on tient compte des signes apocalyptiques, c'est plutôt la Troisième Guerre qui devrait être orientée par, disons, Israël, les problèmes liés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsqu'on touche Israël, on touche aux États-Unis. Et lorsqu'on touche aux États-Unis, donc on touche un ensemble d'alliés. Et de même que lorsqu'on voit la Palestine, nous voyons tous les pays arabes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ce problème qui concerne deux peuples pourrait embraser le monde entier à cause de toutes les ramifications. Espérons que nous allons éviter cette situation. Ben, nous espérons aussi, c'est dans les prières des Congolais et de tous les chrétiens, la guerre, elle n'est profitable à personne. Il y a toujours des perdants. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier. Nous vous rappelons que la semaine reste dominée par le séjour du président de la République dans le Haut-Katanga, mais aussi les dépôts des candidatures pour la présidentielle 2023. C'est déjà dans quelques mois. Mais ce dossier, nous allons parler de la nutrition avec ce premier forum sur la nutrition qui a vécu dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi l'attentat d'assassinat du président de Congo Web Télévision, Chabani Record. Nous en parlerons dans ce moment d'actualité Info 7. L'ouverture de ce forum a été marquée par plusieurs allocutions, entre autres celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, du ministre de la Santé ainsi que de quelques représentants des agences des Nations Unies. Dans son allocution, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, a indiqué que la malnutrition est à la fois une question sociale et politique, d'où il y a nécessité de mettre en place une série d'actions pour réduire sensiblement la malnutrition. Depuis 2 décennies, la malnutrition demeure une préoccupation d'intérêt public. De ce fait, les participants devront faire un plaidoyer en vue de mobiliser la communauté nationale et internationale pour améliorer l'état de nutrition en RDC. L'insécurité, le changement climatique sont cités parmi les causes de la malnutrition en RDC, où plus de 3,1 millions de personnes ne peuvent pas avoir un régime alimentaire acceptable. 1,22 million d'enfants souffrent de la malcroissance et 9 millions de femmes en âge de procréation souffrent d'anémie selon la représentante de l'UNICEF en RDC. Selon les estimations du FAO, la RDC est le pays solution avec ses terres arables et 25 millions d'habitants dont 5% de jeunes. Elle peut nourrir l'Afrique. Le vice-ministre de la Santé
a quant à lui salué l'organisation de ce premier Forum national de nutrition car il permettra de présenter le plan national stratégique multisectoriel de 2023-2030 pour réduire sensiblement les taux de malnutrition en RDC. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, représentant du chef de l'État, en organisant ce forum, le président de la République attend beaucoup de participants. Face à ces fléaux, je voudrais vous assurer que le gouvernement de la République démocratique est déterminé à améliorer la qualité et la situation nutritionnelle de la population telle que stipulée dans les documents de politique nationale multisectorielle de nutrition de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans remercier et encourager toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte pour la réduction de la malnutrition en République démocratique du Congo. Ça n'est suivi la visite des stands où sont exposés les produits et autres ouvrages. Disons que ce forum est organisé avec l'appui technique de Breakthrough Action et le financement de l'USAID. Breakthrough Action, c'est un projet de l'USAID qui est dans la communication. Dans la communication pour la promotion de la santé. Et parmi les thèmes de santé pour lesquels nous sommes financés par l'USAID, il y a bien sûr la nutrition. Et comme vous l'avez entendu, la nutrition assure l'avenir d'une nation forte. Donc, dans le cadre de ces forums, nous avons aussi accompagné le PRONANUT, le Programme national de nutrition, dans toute la procédure de préparatif de ces forums. Et nous avons fait des contributions importantes pour cette tenue, qui est donc le premier forum de nutrition. Donc nous sommes vraiment dans la nutrition, pas dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, mais dans la prévention de la malnutrition. Parce que le message que nous avons, c'est le message d'adoption de bonnes habitudes pour pouvoir éviter la malnutrition. L'atelier que nous venons d'organiser la semaine dernière en marge de l'Assemblée générale de l'UCEDA s'inscrit dans ce cadre sur la mobilité climatique en Afrique, dans le but d'aider les différents pays à anticiper et à planifier la migration climatique ainsi que sa prise en compte dans les politiques de développement. Le projet a pour objectif de soutenir une évaluation et une compréhension localisée des risques climatiques et des tendances de déplacement forcé liées au climat, de mobiliser les connaissances et l'expertise locale, de faciliter un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes et d'élaborer une feuille de route pour une prise en compte des migrations climatiques dans les plans de développement. Cette prise en compte permettra d'harmoniser et de renforcer la cohérence entre les stratégies en matière d'adaptation et de développement, ce qui est de nature à favoriser l'inclusion sociale et la croissance économique. Pour une meilleure réponse aux effets de ces dérèglements, le Conseil économique et social propose 3 pistes de résilience au changement climatique. La première piste, endiguer la déforestation par le verdissement des modes de production rurale. 2. Prendre des mesures d'anticipation pour faire face aux maladies et catastrophes climatiques par la construction des systèmes sanitaires, un réaménagement du territoire et une urbanisation climato-résiliente, ainsi que pour améliorer la gouvernance climatique par la mise en place d'un cadre légal adapté. Et la troisième proposition que le Conseil économique et social fait, c'est harmoniser et améliorer l'action de l'impact des financements par une coordination renforcée au sein d'un centre unique d'ordonnancement. Pour le Conseil économique et social, il est urgent de reconsidérer la manière d'appréhender l'enjeu climatique qui devait être pris en compte comme axe central de planification du développement, en lieu et place de le considérer comme une simple question sectorielle et écologique. Patrick Onoya, le premier forum sur la nutrition en République démocratique du Congo,
c'est quand même triste d'apprendre que 18 enfants bien sûr, meurent par heure en République démocratique du Congo à cause de la malnutrition. Très, très triste, d'autant plus que le Programme alimentaire mondial établit que plus de 27 millions de Congolais souffrent de la faim. Et cela, ce ne sont pas des statistiques qui datent d'aujourd'hui. Ce sont des statistiques qui datent plus d'une dizaine d'années. Ceci veut dire que le problème est profond. L'Afrique noire est mal partie, ça c'est le livre écrit par René Dumont en 1962. L'Afrique noire est mal partie. L'Afrique noire est mal partie. René Dumont était un agronome qui a circulé dans l'Afrique francophone pendant les années des indépendances. Il a constaté que les Noirs, en prenant le pouvoir, ont pris le taureau, pas par le corps, mais par les pieds. Mais vous savez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il vous donne un sabot à la tête. Et ce qui se passe, c'est qu'il a déploré le fait que nous avons privilégié le fait de singer le blanc, de porter la veste, de porter la cravate. Cela a créé l'exode rural. Nous avons oublié que nous étions avant tout à vocation rurale, n'est-ce pas? Actuellement, ce sont les seuls, nos mamans qui sont là, on dit l'activité du milieu rural, c'est l'agriculture, mais quelle agriculture? Agriculture familiale. Pendant que je tenais disons, la conférence sur mon projet Un hectare pour un étudiant en agronomie. Oui, nous allons parler aussi de ce projet, mais parlons un peu de cette malnutrition. Non, s'il vous plaît, j'y viens. D'accord. J'y viens. J'étais en agronomie et j'ai posé une question. Je suis en train de parler de René Dumont. Combien de gens dans votre famille, à part vous, avez fait l'agronomie? Si vous avez dans votre famille un autre agronome, à part vous, levez la main. Au moins 2 ou 3 seulement dans un auditoire de 200. Alors je pose une question. Combien chez vous, qui dans leur famille, ont un juriste? Eh bien, c'était le 3/4. C'est de cette inversion-là dont parlait René Dumont. De dire, nous avons préféré singer le blanc. Nous sommes venus à l'exode, n'est-ce pas? Et exode, on a parlé de l'exode rural. Nous pensions que nos parents, pour aller à l'université, c'est faire le droit, faire l'économie et tout ça. Et nous avons raté l'essentiel. Et cet essentiel, nous l'avons raté depuis l'indépendance, parce que je dis bien que ce livre est écrit en 1962, mais lorsqu'on parle de malnutrition, nous sommes en 2020, et ce que René Dumont a dit est encore d'actualité. Voilà pourquoi nous nous disons... Mais maintenant qu'il a désorienté l'homme. Nous disons que c'est... Nous avons eu des régimes qui n'ont pas réussi à pouvoir créer réellement un système qui résout les problèmes de l'homme congolais. Vous vous conviendrez avec moi et que ce n'est pas de la propagande si je dis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le premier qui met en place un programme qui pense à toute la République. Je parle du programme de développement local de 145 territoires. Mais je ferme la parenthèse parce que je sais que vous avez à dire à ce sujet. Mais je voudrais simplement dire que nous pouvons constater que Mobutu, vers les années de 72 à 75, lorsqu'il parle du retour à l'authenticité et qu'on parle de la zaranisation, il y a eu un concept qui a priori devrait être un concept novateur. Mais malheureusement, dans les faits, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation des fermes, n'est-ce pas, des Occidentaux qui étaient avec nous, mais à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Congolais n'ont pas pu prendre la relève. Papa Bemba a hérité d'un ensemble de choses, mais vous voyez qu'en Occident, ça va de génération en génération. Mais chez nous, ce qui a été le cas, c'est pourquoi, c'est-à-dire que nous avons hérité, n'est-ce pas, des fermes, nous avons hérité de plantations, nous avons hérité de tout cela, mais la culture agricole n'était pas en nous. C'est cela le problème. La nutrition veut dire qu'il faut produire. Si vous ne produisez pas suffisamment, la malnutrition, elle est aiguë et sévère avant tout au centre du pays. Nous parlons du Bandundu, n'est-ce pas? Nous parlons du Kassai, les deux Kassai,
qui sont sévèrement touchés, mais aussi l'Est actuellement à cause de la guerre. Il faut souligner. C'est à cause de la guerre parce que nous devons féliciter quand même nos frères de l'Est du côté de l'agriculture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous souffrons d'un manque de culture agricole. Mais nous avons quand même beaucoup d'hectares. C'est cela que je dis. J'ai expliqué aux étudiants, j'ai posé une question. Comment expliquer que le Parlement, qui est rempli d'universitaires, allez, 80% ont un diplôme universitaire. Et qui nous parlent très bien français. Qui parlent un bon français. Et plein de professeurs d'université. Comment pendant plus de 20 ans, ces personnes ont voté un budget avec agriculture 2%. Vous comprenez? Et pendant qu'il y a aussi le rapport du programme alimentaire mondial qui parle de ces 27 millions. Est-ce qu'on le lise même, ce rapport? Et je disais même... On a même des commissions. Hein? Absolument. C'est pour dire... Ces commissions ou cette commission fait exactement son travail. Et c'est tout ce que décrit René Dumont dans son livre. Il constate que nous étudions pour avoir des postes. Nous sommes encore 60 ans après, pour la plupart, des intellectuels qui singent le blanc. Des intellectuels qui imitent, qui veulent avoir des positions, pas pour servir, mais des positions pour eux-mêmes. Et ça, c'est un problème. Que l'homme noir, l'Africain, le Congolais est en train de perdre ses valeurs pour copier ce qui vient de l'homme blanc. Tout à fait. Mais qu'est-ce que l'on dit de l'intellectuel? On dit, et ça je dis aux étudiants, et j'utilise « il paraît ». Parce que dans les faits, je dis « il paraît » que l'intellectuel est celui qui est appelé à trouver les solutions de la société. Et pourquoi on a un diplôme universitaire si on est incapable de trouver des solutions? Mais là, c'est dans le dire. Mais dans les faits, certaines personnes, certains observateurs constatent que c'est l'intellectuel qui est en train de tuer le pays. Voilà pourquoi moi je dis que personnellement, je me suis dit en tant qu'intellectuel, je ne peux pas me taire. Voilà pourquoi j'ai développé un projet et j'en parle aux étudiants. Pourquoi les étudiants? Maintenant de ce projet, je pense que c'est un projet, un hectare et un étudiant. Exactement. Alors, dites-nous sur ce projet. De quoi s'agit-il? C'est exactement la problématique. Les étudiants ont été sidérés, particulièrement les étudiants de sciences économiques de l'Université de Kinshasa, étaient sidérés de constater que plusieurs ministres sont allés chercher le maïs en Zambie et en Afrique du Sud. On se rappelle, une délégation d'autant de ministres intellectuels pour un pays comme la RDC avec autant de terres. Et en Afrique du Sud, ce qu'ils m'ont rapporté, parce que c'est dans un échange qu'ils me rapportent, qu'en Afrique du Sud, au lieu de nous donner le maïs, on nous a donné des semences. Donc le message était clair. Allez planter chez vous. Allez planter chez vous. Et nous rappelons que la République démocratique du Congo, absolument, et en Zambie, le président a dit qu'ils sont venus et ils ne nous ont pas vus, nous les officiels. Donc c'est-à-dire qu'on ne s'est pas moqué de nos officiels, on s'est moqué de tout le peuple congolais. Et moi je dis qu'on s'est moqué avant tout de l'intellectuel congolais. Parce que l'intellectuel congolais, il ne faut pas que quelqu'un qui me suive, qu'il ait l'impression qu'on s'est moqué du gouvernement. Non, on s'est moqué de tout celui qui a un diplôme universitaire et qui est congolais. Parce que c'est un problème qui n'a pas été pris en charge depuis l'indépendance. Nous disons que le président Mobutu, entre 72 et 75, lorsqu'il fait la zarénisation, lorsqu'il constate que l'homme blanc occupe toujours l'économie, et qu'il veut que les Congolais puissent prendre la main, malheureusement, ça a été un projet politique. Ce projet n'a pas été un projet économique. Et que, vers les années 90, je retrace un peu l'histoire, vers les années 90, ce sont les années qui ont tué carrément le tissu économique congolais à cause de trois grands événements. Le pillage de 91, le pillage de 93 et l'AFDL. L'arrivée de l'AFDL, il faut savoir que dans certains pays, dans certains milieux, dans certaines provinces, l'entrée de l'AFDL a occasionné des pillages. Des pillages, oui. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, et depuis là, nous ne nous sommes plus relevés. Et ça, cela veut dire quoi? Mais curieusement, quand il y a un changement surtout de régime, la population a une lueur d'espoir que les choses
peuvent changer, mais on se rend compte que c'est la situation qui s'empire. Non, c'est comme ça que je dis, nous constatons que particulièrement dans le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons des volontés, nous voyons des actions. Mais nous disons que c'est aberrant. C'est aberrant dans un pays tel que l'Organisation des Jeux de la francophonie. Il a fallu l'implication personnelle du président de la République pour que les choses marchent. Nous disons coup de chapeau au chef de l'État, mais du coup aussi nous disons qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de prise de conscience, n'est-ce pas? Je dis bien de l'intellectuel. Et moi, je suis dans une démarche de responsabilisation de l'intellectuel. C'est-à-dire que sortons un peu du cadre politique. Parce que lorsque l'on insulte le Congolais, on insulte tout celui qui a un diplôme, tout celui qui parle un français, peut-être même mieux que moi. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous avons lancé le projet 1 hectare pour un étudiant, parce que je me dis... Et ce projet se trouve à quel niveau à ces jours? Ce projet a beaucoup évolué. Ce projet a 4 grandes composantes que nous avons définies. La première grande composante, ce sont les souscripteurs. La deuxième composante, ce sont les partenaires financiers. La troisième composante, ce sont les partenaires techniques. Et la quatrième composante, ce sont les chefs de terre. Et comment ça se passe? Ça se passe tel que nous avons fait une descente à Songololo, où nous avons noué un partenariat avec le chef coutumier qui nous a offert 100 000 hectares de terre. Je vous dis bien 100 000 hectares de terre sur tout le territoire de Songololo, ce qui nous offre une bonne marge, n'est-ce pas? Dernièrement, nous étions à la faculté d'agronomie, où il y a eu un partenariat entre la faculté des sciences économiques, la nôtre, et la faculté d'agronomie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des partenaires techniques, n'est-ce pas? Donc les personnes qui connaissent la terre et qui vont nous accompagner. Nous avons lancé, lors de du partenariat avec la faculté d'agronomie de l'Université de Kinshasa, nous avons lancé le site 1 hectare-1étudiant.com, qui est ce site web où vous pouvez vous enregistrer pour solliciter votre hectare. Il n'y a que les étudiants? Non, mais la demande est telle que nous avons élargi. C'est-à-dire, nous avons 3 catégories à ce jour. Nous avons la catégorie des étudiants qui peuvent souscrire. Nous avons la catégorie des jeunes, étudiants ou pas étudiants, mais entre 18 et 35 ans. Là, ils peuvent souscrire 1 à 2 hectares. Et nous avons ce qu'on a appelé les jeunes seniors. C'est-à-dire que de plus de 35 ans qui sont intéressés. Et là, eux, de 35 ans donc à 60 ans, ils peuvent souscrire de 1 à 10 hectares. Quelles sont les conditions? Les conditions sont simples. Avant tout, souscrire. Parce que nous sommes en train de faire un travail actuellement avec les techniciens. À Songololo, nous voulons entrer dans la dynamique du ministère de l'Industrie, c'est-à-dire produire la farine de manioc panifiable. Vous savez que les statistiques nous disent qu'en 2022, la République démocratique du Congo a commandé 460 000 tonnes de froment de blé, soit l'équivalent de 115 millions de dollars en 2022. Et si nous avons un taux de transformation, c'est-à-dire que de substitution de l'ordre de 25%, c'est 25% de manioc qui entre dans cela, c'est-à-dire qu'on peut produire 100 000 tonnes. Ça signifie qu'il y a un grand marché qui s'annonce. Et moi, ce que je disais aux étudiants, c'est que faites attention. Lorsque le ministre le dit, eh bien, vous allez voir des entrepreneurs étrangers qui vont entrer dans la danse, n'est-ce pas? Et qui vont commencer à offrir cette farine de manioc panifiable. Nous devons être aussi proactifs, nous Congolais. Voilà pourquoi 1 hectare pour un étudiant. Les personnes qui nous sont en train de nous suivre, ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Simple. www.1hectare en un mot, _, 1 étudiant en un mot.com, vous vous enregistrez. Et pour les seniors? La même chose. C'est dans le même site où vous avez 3 options. Nous disons ceci. Ce que nous voulons ici, c'est d'inculquer la culture agricole. S'il y a un problème de malnutrition, mais nous avons beaucoup de diplômés, c'est simplement parce que l'agriculture ne nous dit pas grand-chose. Et il est donc important, au-delà même de voir cela comme un problème, parce que d'un point de vue entrepreneurial, 27 millions de Congolais qui souffrent de la faim, 18 enfants qui meurent par heure, cela veut dire que l'alimentation est la plus grande opportunité d'affaires qui puisse exister en République démocratique du Congo. Et il est important que, pas seulement les étrangers se rendent compte de cela, mais il faut que les Congolais se rendent compte. Parce qu'il y a un principe important. Lesquels? Celui qui contrôle ton ventre te gère.
Exactement. Voilà. Alors, Patrick Konoya, avant de prendre le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine, dites comme un maman, vous avez suivi le président du Conseil économique et social lors de la rentrée de la session d'octobre qui a mis l'accent sur le réchauffement climatique. Et il y a quand même un projet de plantation d'arbres qui a commencé depuis très longtemps. Oui, c'est toujours la même problématique en fait. C'est un projet, je crois que ça peut faire une dizaine d'années que nous entendons cela, mais aussi on dit que la RDC est un pays solution. Oui. Vous savez, nous sommes forts dans les slogans, mais il est important qu'au-delà des slogans, nous puissions poser des actes. Et tout cela est un problème culturel. Nous n'avons simplement... Un ami dit souvent que le Congolais est né avec une brique dans la tête. Ah, pour construire, ça c'est vite. Hein? Pour ne plus être locataire, construire, ça, c'est intuitif. Hein? C'est la première des choses que nous avons. Vous savez, il faut y travailler de telle sorte que ce soit le conseil que les mamans donnent à leurs enfants. Parce que pour construire, c'est le conseil que nos mamans nous donnent. Lorsque vous avez votre premier boulot, c'est le conseil de votre maman. Moana, hein, sois sage, hein, épargne un peu, Somba Mabélé, achète un lopin de terre. C'est-à-dire que il faut amener les questions environnementales, amener les questions agricoles, n'est-ce pas, à un niveau tel que cela entre dans notre culture. Voilà pourquoi nous pensons qu'après les étudiants, nous allons nous intéresser aux écoles. Parce que nous pensons qu'un cours tel que celui des techniques agricoles, de l'agriculture, doit être un cours qui doit être donné à partir du primaire. Ne fût-ce qu'apprendre les gens à s'intéresser à la terre. Ça, ce sont des choses importantes. Parce que, dans tous les cas, l'agriculture, l'environnement, ça va de pair. Mesdames et messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. Nous allons parler du séjour du président de la République dans le Haut-Katanga. balingi komonaka biso tozala ya kokabwana yango nous n'avons pas le droit de nous diviser otango tozali kose diviser tozali kopesa makasi na monguna akoka kokotela biso ndenge bakotelaki biso na este ya mboka. Mekasinga nazali koyebisa bino bandeko na ngai balinga te Congo ezali ya bakongolais. Balinga te moko yo monguna akokota te. Monguna kota wesengeli akomaka Congolais nyonso. Yango wana tobandi politique ya kopesa makasi na mapinga na biso armée nationale. Et je profite de l'occasion pour apesa bino longonia bino ba jeune. Kotango na betaki mbela bino nyonso. Pour se mobiliser, vous voyez, et belé. Mais là, vous allez à 40 000 jeunes vous allez pour former la FRDC. Formation à Bango et commis Béné. Et si là, le côté n'a Bango immédiatement n'a pas site où il y a des coquins là pour mon bouna allons la bisoter. Yango wana bilenge bana katibaleza nazali kosenga bino vigilance ndenge nalobi bozala uni bozala na bomoko kokabwana te kozala na bolingo kati na bino na bolingo kati ya mboka na biso Congo. Tozali na mabele mosusu te
tozali be na mabele ya Congo. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le développement de la ville de Kolwezi, notamment dans les domaines des infrastructures. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a fait lors de son arrivée avec son épouse dans la province du Lualaba par l'aéroport de Kolwezi. Au cours de son adresse à la place de la Poste, le président de la République s'est dit émerveillé par le travail abattu par la gouverneure Fifi Masuka dans la transformation de cette ville. Il fait ainsi allusion aux nouvelles routes et des bâtisses imposantes qui sortent des terres dans cette partie du pays. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, ce développement des infrastructures prouve que le développement de la ville s'effectue avec la richesse locale. À cet effet, le chef de l'État a émis le vœu de voir les habitants de Lualaba considérés comme la capitale mondiale du cobalt et de bénéficier des retombées de l'exploitation minière. Par cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a révélé que le temps où les investisseurs venaient exploiter les minéraux et emporter tout est révolu. Désormais, il est question d'un partenariat gagnant-gagnant, a souligné le chef de l'État. Voilà Mosala, Oyonga Nazali Kolinga, un représentant d'Angagnon sur Basala na Congo Mobimba. Mosala, ya Kosale na Bana ya Congo. Il a en outre souhaité voir les minéraux produits localement être transformés sur place pour leur donner une valeur ajoutée pour les biens de la population locale. Comme partout où il est passé, le président de la République n'a pas manqué de prêcher l'unité. Il a donc demandé aux jeunes de se départir de l'esprit des divisions pour des raisons tribales, politiques, religieuses et autres. Cette 7e édition du Salon de développement des villes de la RDC Expo Béton s'est ouverte en toute quiétude de Lualaba, province qui abrite ses assises minières. À marge de la cérémonie d'ouverture, les ministres nationaux et provinciaux, l'autorité provinciale du Lualaba, les sénateurs, les députés, les entreprises à capitaux congolais et tant d'autres y ont pris part. Comme des coutumes, le chant patriotique a ouvert les assises. Jean-Ba Manissa, président du comité d'organisation Expo Béton RDC, a dans son mot donné les différents axes de ces rendez-vous, notamment le problème d'exploitation auquel Kolwezi fait face. C'était l'axe, c'est autant d'entreprises dans le secteur minier. N'oublions pas que l'alimentation reste tout aussi importante. N'oublions pas que si 1 kilo de cuivre devient entre 6 et 8 $ à transport, le kilo de viande dans la boucherie va de 8 à 12 $ en moyenne. Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur, a souhaité le bienvenu à tous les participants d'ailleurs et de la place. Et à chacun de vous, Karibu Sana, Ababetu Lualaba. Toujours dans cette première journée, l'honorable sénateur Prince Kaumba a donné dans le deuxième panel la monographie de la province du Lualaba, commençant par l'histoire de la création de cette dernière et de la vie de Kolwezi, une synthèse de rapport des vacances parlementaires. Puis suivra la coupure du ruban symbolique par Fifi Masuka Saini, peu après la visite des stands des différentes entreprises de la RDC. 3 jours nous séparent de ces hostilités des développements des villes de la République démocratique du Congo. Patrick Onoya, vous avez suivi le séjour du président de la République dans le Haut-Katanga. Votre réaction à chaud? Je dis magnifique, magnifique. Dans une démonstration de force? Absolument. Le Katanga bouge et devrait bouger. Parce que... devrait bouger? Je dis bouge et devrait bouger parce que si vous vous rappelez, depuis la nuit des temps, l'époque de Mobutu, on a dit que le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'est Kolwezi, n'est-ce pas? Avec les mines de Kamoto à l'époque, n'est-ce pas? Et toutes ces mines qui constituaient la Gécamine. Et vous savez que la capitale économique de la République démocratique du Congo, ça n'a pas encore changé, c'est Lubumbashi. C'est pourquoi je dis
Si ça ne bouge pas de ce côté-là, alors il y a un problème auprès des dirigeants. Mais la bonne nouvelle est que les dirigeants du Grand Katanga, particulièrement du Haut Katanga et du Lualaba, font un effort pour se démarquer. Voilà. Le président de la République avait dit qu'il fallait qu'il y ait des contrats à gagnant-gagnant. Et là, nous parlons de minéraux. Et de l'autre côté, nous avons Vital Kamere qui a dit pour que les minéraux du Lualaba profitent à nous tous, il faut de la valeur ajoutée. Il ne faut pas faire le miracle. Est-ce qu'une façon de dire que jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas dans cette démarche 50-50, gagnant-gagnant? Vous savez, quelqu'un me disait... Vous disiez quoi? Que la guerre de 78, la guerre de Kolwezi, 1978, au mois de mai, a été déclenchée à partir de l'intention de Mobutu de pouvoir transformer localement notre cuivre. Il y a eu déjà cette intention, donc nous sommes en 1978. Et il y a donc un lobby belge de ces métallurgistes qui raffinaient notre cuivre, qui se sont mis ensemble pour pouvoir barrer la route à Mobutu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est le chemin, c'est la voie à suivre. Nous ne pouvons pas gagner grand-chose si c'est le brut qui sort, n'est-ce pas? Ou sinon le semi-brut. Nous devons arriver à transformer nos minéraux. Et pourquoi la RDC n'est-elle pas toujours en mesure de le faire? C'est une question de vision. C'est une question de vision. Je parlais de Mobutu en 1978, qui l'a fait. Mais là, vous vous rendez compte que nous sommes à près de 40 ans où il y a un autre président qui ose faire pareil. Mais cela veut simplement dire qu'il faut du cran, il faut beaucoup de stratégie. Parce que notre médiocrité, excusez-moi, dans laquelle nous avons évolué, profite à plusieurs. Et je dis encore qu'il y a encore des industries, il y a encore un grand lobby étranger qui bénéficie, n'est-ce pas, qui gagne beaucoup d'argent parce que c'est eux qui se chargent de raffiner notre cuivre. Donc, lorsque le chef de l'État énonce une vision, il est important que maintenant le gouvernement et tous ceux qui le soutiennent puissent émettre des raisonnements, n'est-ce pas, des stratégies pour la matérialisation. Et moi, pas plus tard que le vendredi, j'ai tenu une conférence à l'Université libre de Kinshasa où j'ai parlé de la finance internationale. S'il vous plaît, nous ne tiendrons jamais la tête haute si nous n'arrivons pas à lever de fonds par nous-mêmes. Et lorsque vous parlez de cette conférence, je me rappelle votre demande de la création d'un ministère de l'investissement. Absolument. C'est pour la simple raison que je fais remarquer que la République démocratique du Congo, à travers l'Agence nationale de promotion des investissements, recherche des investisseurs étrangers dans tous les secteurs. Il faut faire attention. Moi, je crois que le peuple congolais est béni parce que Dieu n'a pas encore béni l'ANAPI. Prenons le cas où l'ANAPI réussit à avoir des investisseurs étrangers dans tous les secteurs. La finalité, vous savez, ce sera quoi? Ce sera quoi? Les Congolais seront des étrangers sur leur propre sol. Ça signifie que vous êtes Congolais, mais vous n'avez rien qui ne vous appartient. Est-ce que vous pensez que la création de ce ministère résoudra les problèmes? Absolument. Le ministère de l'Investissement vise à créer un cadre de réflexion sur la levée des fonds par les Congolais. J'ai diffusé une vidéo du Nigeria, des start-upers nigérians qui ont levé au premier trimestre 2021 215 millions de dollars. Je dis bien, donc les entreprises naissantes ont levé à travers la finance internationale 215 millions de dollars en 2021. Ça, c'est au Nigeria. Vous comprenez? Mais est-ce que ça, c'est du chinois chez nous, n'est-ce pas? C'est du chinois que les entreprises lèvent les fonds. La grande différence entre appeler des investisseurs étrangers et lever des fonds à travers la finance internationale, c'est au niveau du titre de propriété du projet. Lorsque vous levez des fonds étrangers, vous, Congolais, l'argent qui vient de l'étranger, mais maintenant, devient de l'argent congolais.
Mais lorsque c'est un étranger qui vient, c'est comment? C'est étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le gouvernement doit réfléchir et définir les secteurs pour les Congolais. Et moi, je dis par exemple, le secteur de l'alimentation, le secteur, donc avec tout ce qui va avec agriculture, élevage et tout, devrait être la priorité, n'est-ce pas, des Congolais. Et nous, qui sommes des consultants en investissement, connaissons le chemin. Nous disons que nous sommes prêts à montrer le chemin. Comment eux arrivent à lever des fonds? Parce que, s'il vous plaît, vous pensez que les investisseurs qui viennent ont dans leur compte l'argent des projets? Non, ils n'en ont pas. Ils lèvent les fonds. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à signer des contrats ici, il s'enrichit. Il va lever des fonds. Ce sont dans les marchés des capitaux, qui sont dans le système bancaire pour ce projet qu'il a trouvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous, ce qui nous tue, c'est seulement un problème d'information et un problème structurel. Nous n'avons pas la structure financière qui mais généralement, on ne donne pas aussi beaucoup d'opportunités aux Congolais. Quand ils viennent et qu'il y a un étranger, on a plus d'attention envers l'étranger que le Congolais lui-même. C'est simplement parce qu'on dit que le Congolais est incapable. Et il est effectivement incapable. Il est incapable, pourquoi? Financièrement, je dis bien. Il est capable techniquement à un certain niveau, mais il est incapable financièrement parce que nous n'avons pas l'infrastructure financière nécessaire pour attirer les fonds. Et je pose juste une question. Quel est ce ministère qui réfléchit sur la création de cet entonnoir financier pour permettre à ce que les investisseurs congolais deviennent forts? Je dis, il n'y en a pas. Et voilà pourquoi je pense que le ministère de l'investissement ne sera pas un ministère de Expo Béton, cette fois-ci, c'était dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba. Alors, qu'est-ce que cette expo, ces assises, apportent à la République? Bon, statistiquement, d'un point de vue des projections, on évalue que la République démocratique du Congo doit investir au moins 10 à 15 milliards de dollars dans les infrastructures de façon permanente pendant 15 à 20 ans pour atteindre l'émergence. Cela veut dire que la République démocratique du Congo est un pays en chantier. Et c'est à ce niveau-là que je peux comprendre un projet tel que Expo Béton, mais quand même, nous comprenons que Expo Béton et les initiateurs sont des fabricants de ciment, donc quelque part, ils veulent vendre leur ciment, et nous comprenons cela, mais admettons que le Congo est un pays qui a besoin de se construire, n'est-ce pas, qui a besoin des infrastructures pour atteindre l'émergence. À ce niveau-là, ce n'est pas mal de parler de projet 145 territoires. Projet 145 territoires. On prévoit la construction d'infrastructures. Projet 145 territoires, vous savez, c'est d'ailleurs un minimum, n'est-ce pas? Parce que dans les 145 territoires, normalement, il faut descendre. On a des territoires qui ont en moyenne 5 secteurs. Et lorsque l'on construit dans le chef-lieu du territoire, vous voyez qu'il y a encore des secteurs qui en manquent. Et il y a des groupements qui manquent. Donc, on doit descendre jusqu'à ce niveau-là. Imaginez-vous qu'après les territoires, lorsqu'on va attaquer tous les secteurs, on va attaquer les groupements et on va attaquer les villages parce qu'il faut urbaniser le tout. Donc, le Congo est un grand chantier et voilà. Alors, Patrick Onoya, nous sommes dans le Haut-Katanga, parlons de la situation du Lualaba quand même. Vous savez que l'ancien gouverneur Mouyej avait quand même démissionné. Que dit la loi après démission d'un gouverneur? Bon, vous savez, il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a la politique, il y a tout cela qui est mêlé. J'aime quand vous parlez de la politique. Il y a tout cela qui est mêlé, c'est vrai. C'est vrai que la CENI a dû, il y a une année ou 2 ans, organiser des élections dans certaines provinces. Et la province du Lualaba a été mise un peu de côté. Vous savez qu'il y avait une action en justice contre Mouyej qui a pris du temps, n'est-ce pas? Je pense qu'il y avait le fait d'attendre aussi l'issue de ce procès contre Mouyej, qui a pris fin à ce stade. Mais pendant que le procès prend fin, on a les élections
Donc, voilà. Donc, on a eu quand même une province jusqu'à la fin du quinquennat sans gouverneur avec un intérimaire. Non, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Un cas particulier. Alors pourquoi certaines personnes parlent d'une violation et disent que c'est un régime qui viole toujours la Constitution? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un cas particulier, comme je dis, Liège était c'est parce qu'il y a eu des pesanteurs politiques. Je pense que d'abord la province de Kolwezi est une province pas comme les autres. Vous vous rappelez, depuis l'époque de Mobutu, Kolwezi, pas la province de Kolwezi, la province du Lualaba, dans le chef-lieu est Kolwezi, est la première province en termes de richesse, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. C'est elle qui contribue en majorité, même à la constitution du budget de l'État, en termes d'impôts et taxes, par rapport à la forte concentration des miniers qui s'y retrouvent. Ceci veut dire que la question de Kolwezi est une question, disons, du Lualaba est une question hautement sensible. Et nous avions dans cette province un gouverneur qui était naturellement, qui avait un dossier en justice. Il est normal qu'il fallait qu'on puisse attendre, voir l'issue. Mais tout cela coïncide. C'est la première dans l'histoire de la RDC, non? Non, pas du tout, pas du tout. Dans l'histoire de la RDC, nous avons eu des commissaires spéciaux. Ça, c'était une première aussi. Oui, c'était aussi une première. Voilà, pour dire que c'est une deuxième ou une troisième. Ok, d'accord. Alors, madame, messieurs, prenons ce troisième dossier. Parlons des dépôts des candidatures. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné déjà plusieurs dossiers. Dans le lot, nous retrouvons Martin Fayulu, le prix Nobel Denis Mukwege, qui a aussi décidé d'entrer dans la course. Nous avons également Denis Sanga. De l'autre côté, Félix-Antoine Tshisekedi a également déposé sa candidature. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où mes pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Bonjour. Nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où
on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. La finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. L'agenda de ces dépôts des candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte des deuils et de répression. Notre parti pleure encore. L'honorable Chérubin Okende Seng, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place. Comme récemment le carnage des Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts des candidatures. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable Mike Mukebai Koso, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons de lutte. Au regard de ces considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné. Patrick Onoya, dépôt des candidatures ce dimanche, c'est les derniers jours. La Commission électorale nationale indépendante a même dit qu'il n'y aura pas de prorogation pour cette opération. Plusieurs personnes ont déjà déposé leur candidature. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Sesanga et plusieurs autres Congolais. Hein. C'est pas quand même facile cette fois-ci pour Félix-Antoine Tshisekedi. Oh non, pas du tout. Votre candidat? Pas du tout. Nous pensons que pour nous, visiblement, il n'y a qu'une seule candidature. Et je crois que le peuple congolais... Ah non, pas du tout.
Nous n'avons pas peur, plutôt nous sommes en train de nous armer. Nous sommes en train de nous armer pour une simple raison. Même devant Martin Fayulu, vous avez vu la démonstration de force de Moïse Katumbi lors de sa tournée. Surtout Martin Fayulu, avec tout le respect que je dois à ce personnage politique. Mais je pense que là, même un enfant du primaire commence à se questionner, n'est-ce pas, sur cette bipolarité que présente le personnage Martin Fayulu. On va aux élections, on ne va pas. Moi, j'ai pitié et je rends hommage à des militants courageux de l'ESID ou de la Mouka, tels que le député Adon Dombassi, qui a pris son courage entre ses mains pour claquer la porte et postuler. Parce que ça me rappelle un peu la scène de machine à voter, la machine à voter. Absolument. Et vous voyez un homme à vision tel que Félix Sekedi à l'époque avait dit quoi? Avec ou sans machine à voter, nous allons avancer. Mais vous voyez un personnage comme ça qui lui prend le courage de se présenter comme président de la République pendant qu'il a occasionné une sorte de fin politique de ses membres. Il y a lieu de se poser des questions. Donc, nous mettons ce cas de côté. Mais de l'autre... Katumbi, cette scène-là, on amène des dossiers, il n'y a pas des originaux. C'est quand même... des sujets qu'il faut se poser des questions. Mais vous savez... Parce que chaque parti politique a quand même une CENI, non? Absolument, ça va de soi, ça va de soi qu'il y a du faux. Vous savez, lorsqu'il y a du vrai, vous connaissez la phrase que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les phrases viennent. Il est quand même difficile d'avoir pris ce temps. Autant en campagne, j'ai rencontré son équipe de campagne à Boma, vous faites tout cela et vous n'avez pas encore les originaux avec vous. Ça pose un problème, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et s'il y a un problème déjà au départ, ça signifie la suite risquera d'être pire. Et je comprends et je m'aligne vers les propos du chef de l'État qui dit « Faites attention aux étrangers ». C'est très compliqué. Déjà, lorsqu'on ne sait pas avoir une identité, c'est très compliqué. Mais je vais quand même insister sur un fait parce que nous avons l'impression que l'histoire veut se répéter. En Haïti, vers les années 2000-2004, nous avons eu un président qu'on a appelé Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, c'était le candidat de la communauté internationale, c'était le candidat des Nations Unies. On a présenté un prêtre. Jean-Bertrand Aristide est un prêtre de son État. Mais c'est lui qui était l'homme providentiel d'Haïti. On disait qu'il a la soutane, donc tout va aller bien. Mais c'est lui qui a mis les bases du chaos haïtien. Vous comprenez? Et pourquoi vous ramenez cette histoire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un candidat qu'on présente comme étant le candidat idéal, le candidat des Occidentaux, c'est l'homme, mais nous disons qu'on a essayé avec un prêtre qui avait le soutien des Occidentaux, mais pas nécessairement donc, il y a des candidats des Occidentaux. Absolument, absolument. Le chef de l'État l'a souligné, il a bien souligné de faire attention aux candidats des Occidentaux, et moi je donne le cas aussi de me citer un seul candidat des Occidentaux, Jean-Bertrand Aristide, je parle du cas haïtien, n'est-ce pas, qui a été présenté aux Haïtiens comme étant le soleil, mais après c'était les ténèbres. C'est qui? Et aujourd'hui, oui, on présente un candidat, je ne vais pas faire sa publicité ici, comme étant... Pour ne pas quand même le citer. Oui, pour ne pas quand même le citer, vous savez, vous pouvez avoir des atouts journalistiques, ce n'est pas toujours évident que vous pouvez être un bon chef de l'État. Mais aussi, je dois dire à la population que personne ne peut présenter une expérience en tant que chef d'État. Personne. Tout le monde vient apprendre parce que c'est une fonction qu'on occupe une fois qu'on est élu. Voilà pourquoi celui qui a déjà exercé un premier mandat est le meilleur candidat. Parce qu'il a vu tout président du monde, j'insiste, tout président. Je voulais parler de Barack Obama, voilà pourquoi j'ai dit États-Unis, celui qui avait reconnu, qui dit on ne peut être meilleur président qu'au deuxième mandat. Vous comprenez? Parce qu'au premier mandat,
personne ne peut lever son petit doigt qu'il savait ce qu'il devait faire. Mais vous êtes en train de dire qu'il faudra porter le choix sur la personne qui a déjà fait. Mais quand même, on parle des limites. Il y a des Sesanga, lorsqu'il a déposé sa candidature au sortir, il s'est adressé à la presse pour dire que Félix Tshisekedi a déjà montré ses limites. Vous savez, d'abord, il faut que celui qui parle soit sérieux, pas parce que j'ai beaucoup de respect pour... j'appellerais même le professeur Denis Sesanga parce que c'est un intellectuel de haut niveau, mais cela ne suffit pas. Même s'il faut que je parle de Denis Mukwege, il ne suffit pas d'être prix Nobel et de réparer les femmes. Avant tout, la RDC. Ah oui, mais avant tout, pour prétendre être président de la République, il faut avoir une représentativité nationale. Mais il en a, il est prix Nobel. Ah, il est prix Nobel, il a une représentativité occidentale, n'est-ce pas? Mais nous disons que Denis Sesanga, expliquez-moi la représentativité de sa plateforme, expliquez-moi la représentativité de chaque candidat à part Moïse Katumbi. Vous voyez, le couple Ngalassi. C'est le couple Ngalassi. C'est quand même un serviteur de Dieu, on peut faire confiance. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, et ça m'a fait réfléchir, il n'est pas possible que Dieu puisse appeler deux hommes au même moment. Alors là, on se pose la question, qui est celui qui est appelé en ce moment? Avoir des églises sur toute l'étendue de la République ne veut pas dire avoir une implantation représenter la politique. Et ses pères peuvent aussi porter le choix sur lui. Dans son église, il sera étonné, comme l'a été quelqu'un que je tais le nom, qu'il a constaté qu'il a eu une seule voix et que même son épouse, n'est-ce pas, et ses enfants qui sont allés avec lui dans les urnes n'ont pas voté pour lui. Donc, le monsieur que je tais le nom par respect, que vous pouvez connaître, qui avait décrié d'avoir une seule voix, n'est-ce pas, et s'est tourné vers sa femme pour constater que même son épouse ne l'a pas voté. Donc, c'est pour dire que vous pouvez avoir des chrétiens, mais ces chrétiens-là ont leur choix. Il y a un ancien gouverneur de l'Équateur, si je ne me trompe pas, Jean-Claude Bende, qui est aussi dans la course pour la magistrature suprême, et il dit « J'ai compris qu'il faut maintenant intervenir ». Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ont remarqué qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, il fallait intervenir. Il faut faire attention. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Voilà pourquoi j'annonce ici que très bientôt, nous allons lancer la pré-campagne du chef de l'État, un jour, une action. C'est une campagne qui aura 75 jours, où nous allons présenter 75 actions clés du chef de l'État. Chaque jour, une action présentée en 4 langues nationales, plus le tétéla, naturellement, parce que le tétéla n'est parlé qu'au Sankuru, s'il vous plaît. Si vous voulez la petite histoire, je peux vous la donner. Là, je ferme la parenthèse. Mais je voulais simplement dire que nous allons présenter les actions du chef de l'État. J'ai toujours présenté cette image, l'image suivante de la RDC et de Fachi. Fachi est comme un parent qui a vu son enfant tomber dans un puits de 30 mètres. N'est-ce pas? Il lui lance une corde et commence à tirer l'enfant. L'enfant fait un parcours, n'est-ce pas, de 20 mètres. Mais le puits est de 30 mètres. Est-ce que l'enfant est déjà sorti? L'enfant n'est pas encore sorti, n'est-ce pas? Mais est-ce que le processus de sa sortie est en cours? Oui, le processus de la sortie est en cours. C'est facile de parler, mais s'il vous plaît, en toute honnêteté, lorsque nous analysons les 5 ans de Fachi et les 18 ans de Kabila, c'est clair, c'est sans commune mesure. C'est comme ça qu'il faut évaluer une personne. Alors, Patrick Onoya, ça fait quand même réfléchir plus d'une personne. Vous voyez, dans la course cette fois-ci pour ces élections de décembre 2023, plusieurs Congolais, 100 000 $, c'est pas quand même 1000 francs. Hein. Bon, vous savez, c'est triste. Si nous disons 100 000 $ n'est pas donné, nous pouvons dire aussi environ 25 000 candidats députés nationaux pour 500 postes. Allez, faisons les mathématiques. On est à combien? On est autour de 2%. Comprenez? Pourquoi alors, avec 2% de chance de passer député, 25 000 personnes, beaucoup vont vendre une partie de leur maison, une partie de terrain, ainsi de suite, sachant qu'ils vont perdre? C'est simplement parce que la politique a pris la place de l'économie. Et ça, c'est un dysfonctionnement.
Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas non plus aussi jeter 100 000 $, on dit que c'est un investissement parce qu'on a besoin d'être connu, parce qu'on va récupérer par une opération économiquement difficile à expliquer. Comment on va récupérer? On a par exemple le cas de Seth Kikouni, le mandat est fini 5 ans, est-ce qu'on l'a entendu quelque part? Non, il semble que la popularité l'a permis à avoir quelques marchés. On aurait appris. Donc, c'est-à-dire que chacun fait... Dans un pays, il faut quand même qu'on puisse avoir une attention pour... Voilà pourquoi nous disons... Ces ressources, d'où est-ce qu'elles viennent? Absolument. Absolument. 100 000 $, ce n'est pas... C'est pas 1000 francs. C'est pas 10 $ non plus. C'est pas rien. Et il y a un grand travail qui doit être fait pour que la politique demeure à sa place. N'est-ce pas? La politique ne peut pas prendre la place de l'économie. Dans ce pays, on commence à s'intéresser à la politique. Floribert Anzoulouni a également déposé sa candidature ce dimanche, le dernier jour. Mais ça, j'aime bien parce que c'est un courage qui va aider à émietter les voix de l'Est. Nous avons Denis Mukwege, n'est-ce pas, Floribert Anzoulouni, qui sont tous du même coin, n'est-ce pas, et tous de la société civile. Quel bonheur pour nous de voir comment les voix seront émiettées au profit de... Cette fois-ci, il y a Andeka Djamba. C'est Andeka. Oui, cette fois-ci, il se repose. Absolument. Bon, je crois que lui aussi a trouvé son compte. Vous savez, les gens, c'est comme ça que j'ai dit que cette affaire doit être corrigée. Il ne faut pas que la politique prenne la place de l'économie. Alors, Madame, Messieurs, le président de Congo Web Télévision, vous le savez, certainement a échappé à un assassinat. Nous allons en parler. Donc, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Chef Nabiso, nda pesi biso mission. Ezaka kami balé. Kosilisa kuluna ba kidnapper na ba bandi armé o ba kotelaka batu na ndako na butu. Gabriel Chabani ciblé d'une attaque à main armée sur l'avenue des Huileries dans la commune de Gombe. Aussitôt alerté, le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a rapidement dépêché des policiers pour mettre la main sur les agresseurs du patron de Congo Web, comme vous pouvez le constater sur ces images. Sur ce présumé criminel membre de la famille de la victime, la police a retrouvé plusieurs cartes avec différentes identités. Mais kolandela yango bakase camoufler natali des jeunes bakita na ketch balati ba chapeau bakashine donc baza bango za leste ato simba bango muso alinga panika kima ko ina bango na kati ya mutu katozo kena bango ba corrompre nga na $500 na boyeli pona monde déjà que ils a mabenga na kangi bango na présenter ba bakonzi comment que ba pesa ngai mbongo ndoka ba uti ko tate ndeko na bango baza na ba carte 6 na 6 wana eza bilongi na bango kombo na kombo kombo na kombo kombo baza ba kombo différent non bavandaka na brasa bayaka awa kaka na ntongo bazongi na pokwa bakatisaka nzela na biti te baleka na nzela mpila na kingabo nde bakatisaka na bwaki chaque jour. Cette attaque des bandits à main armée contre le président directeur général de Congo Web Télévision et patron des Happy Congo, Gabriel Chabani Lissassi, s'est déroulée ce mardi 3 octobre aux environs de 16 h. Gabriel Chabani Lissassi, appelé affectueusement Chabani Record, est tombé dans les filets des hommes armés alors qu'il venait de quitter son bureau à Congo Web Télévision pour se rendre à son domicile. Arrivé au croisement des avenues de la démocratie ex-Huileries et le boulevard du 30 juin, non loin de la direction générale de la Régie des eaux à la Gombe, les assaillants ont tiré de balles réelles sur la voiture transportant Chabani Record, comme les démontrent ces images. Heureusement, le patron de Congo Web Télévision n'a pas trouvé la mort. Ils ont tiré sur la voiture 3 balles qui ont causé des blessures sur la tête et d'autres parties du corps. C'est grâce à l'intervention de la police nationale congolaise que les assaillants ont été maîtrisés après poursuite.
Après l'identification, la police a dévoilé qu'il s'agit d'un attentat d'assassinat commis par ses propres frères, notamment Junior et Joe Chabani. Les deux présumés criminels sont déjà aux arrêts. Présentement, Gabriel Chabani Lissassi, appelé affectueusement Chabani Record, est interné dans un hôpital de la place pour des soins appropriés. La victime espère que la justice congolaise va trancher sur cette affaire. Si j'ai demandé que vous nous accompagniez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Était au centre de cette rencontre sans tabou. C'était un véritable moment de renforcement de confiance entre l'armée congolaise et les civils dans la plus grande mission de l'armée, celle de reconquérir l'espace de la province du Nord Kivu sous occupation, a dit le général-major Peter Chirimwami, gouverneur ad intérim du Nord Kivu. Étant donné que nous sommes en guerre, nous allons toujours recevoir des renforts parce que les militaires doivent aller au front. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au front. Si j'ai demandé que vous nous accompagniez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Sans gants à la main, plusieurs questions et suggestions ont été portées devant le chef de l'exécutif par les représentants de jeunes. Il voudrait assez que vous usiez de votre autorité en tant que commandant des opérations, afin que les opérations soient élargies au niveau de l'ouest de Wicha, là où les gens continuent à mourir et les jeunes gens se sentent abandonnés dans cette région. Ce qui cadre avec votre première mission des opérations. Excellence, nous voudrions vous demander le groupement de Binza, le groupement de Kihondo et une partie de Kanyabayonga, donc dans le territoire de Rutshuru, il n'y a pas de M23. Il n'y a pas aussi même les militaires. Leur population est vraiment dirigée par les Ouazalènes. Je n'aime pas dire les œuvres de l'air. Je voudrais assez que vous nous aidiez à amener les militaires comme vous l'aviez fait, coup de chapeau, Excellence. Vous l'avez fait à Moucha qui vous nous avez honoré. La pérennisation du cadre d'échange entre le jeune et les gouvernements provinciaux dirigés par le général Chirimwami, c'est en tout cas le vœu de jeunes qui s'engagent par ailleurs à contribuer au travail bien fait et réussi de l'armée congolaise. Le président de Congo Web Télévision, Chabani Record, échappe à un assassinat à 16h heure de Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Patrick Onoya, comment nous pouvons expliquer cette situation dans la capitale même de la RDC? C'est une situation préoccupante. Préoccupante au-delà de l'acte. L'acte en lui-même, l'attentat. Mais ceci pose le problème de la porosité de nos frontières parce que dans leur témoignage, ils déclarent qu'ils ont l'habitude, d'abord ils introduisent les armes, n'est-ce pas? Ils peuvent, la dame le dit, ils entrent le matin, ils rentrent le soir, donc ils peuvent faire des opérations et rentrer ni vu ni connu. Ça, nous pensons que ça c'est en tout cas une question directe à mon aîné, le VPM intérieur, Peter Kazadi. Il est important que les frontières ne soient plus poreuses. Parce que si cette action... c'est une situation qui s'est passée en quelle période? Nous sommes pendant la période électorale. Exactement. Et là, c'est la sécurité de tout le monde. Et cela, c'est toute une interpellation des services de sécurité. Ça signifie les services de renseignement, avant tout, n'est-ce pas? Et tous les autres services de sécurité. Nos frontières ne peuvent pas être aussi poreuses. Si cet acte a pu être découvert, alors nous nous posons la question de combien d'actes criminels que ces gens ont déjà posés qui ne sont pas connus. Et nous pensons que nous sollicitons vraiment une révision, un véritable questionnement
dans nos services de sécurité afin que la population se sente en sécurité. Plusieurs observateurs estiment que ces gens qui sont considérés comme des mercenaires ont quand même défié toute une république, défié le président de la République, défié les services de sécurité, parce que là, on parle de la capitale. Hein. On parle quand même de la capitale où nous avons toutes les institutions du pays. Et l'acte a eu lieu à 16 h. C'est pas la nuit, à 16 h. Absolument, c'est un acte interpellateur. Voilà pourquoi je pense c'est vraiment une question directe au VPM intérieur de l'évaluation de la capacité du pays à pouvoir sécuriser son peuple. Nous le prenons très très au sérieux et nous pensons que on doit donner des signaux, donc l'État congolais doit donner des signaux forts de sa capacité à pouvoir sécuriser son peuple, surtout la question de la porosité des frontières. C'est ça qui a indigné la population congolaise et quinoise en particulier, que de savoir que le passage ici entre Kinshasa et Brazzaville, on se pose des questions de ce qui peut entrer et sortir. Avec autant d'identité. Voilà, et tout cela, vraiment nous interpellons les services de sécurité. Là nous voyons la DGM, comment ces gens peuvent entrer et sortir avec des identités différentes, pouvant même traverser avec des armes. Nous pensons que c'est une question qui doit être prise très au sérieux. Là, nous pouvons quand même dire coup de chapeau numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a quand même déployé ces éléments pour qu'on puisse mettre la main sur ces civiques qui se trouvent actuellement aux arrêts. Mais parlons quand même de la situation si sécuritaire. Élection, c'est dans quelques mois à travers le pays, la situation dans l'est du pays. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait pour que la paix règne dans ce coin du pays? Parce qu'on continue toujours à parler quand même des affrontements. Hein. Vous savez, je me rappelle des propos de ce diplomate nigérian, disons, excusez-moi, israélien, qui a dit que la RDC n'a pas le choix que d'être un peuple fort. Il n'y a pas de choix. Eh bien, c'est semblable à, permettez-moi, j'aime les images, c'est semblable à l'homme qui est marié à la plus belle femme du village. Si ce n'est pas l'homme fort du village, alors cet homme-là doit être prêt à des affrontements permanents. Nous, Congolais, sommes sur un sol riche, nous devons être forts. Et pour être forts, nous devons avoir une armée forte. C'est-à-dire que, quelles que soient les alliances que nous pouvons faire, quelles que soient les négociations, c'est pour gérer le présent. Mais il n'y a pas mieux qu'une armée forte. Et nous avons eu la loi de programmation militaire qui est en cours, n'est-ce pas? On a la formation des militaires qui est de plus en plus. On a aussi les policiers qui sont en train d'être formés. Donc, c'est cela, le nombre de militaires qui doit augmenter. Le chef d'état-major général a parlé de 500 000. C'est-à-dire que c'est une situation où nous devons arriver à un niveau où nous comptons uniquement sur nous-mêmes. Mais il faut souligner que cette guerre qui a eu ses 30 ans, de l'Est qui a eu ses 30 ans en 2023, c'est la déstabilisation de l'Est a commencé dans le village de Toto, je crois qu'on est dans le territoire de Walikale, j'allais dire en 1993. 1994, nous avons l'avion d'Abiyarimana qui est abattu et dans la foulée, nous avons l'opération turquoise qui laisse entrer ceux qui étaient appelés les Interamoués, qui demandent aux Zaïre de laisser entrer des gens sans contrôle, s'il vous plaît, avec armes, munitions, femmes et enfants. Ça a été la genèse de la déstabilisation. Et ceci, c'est pour simplement dire qu'il faut comprendre que c'est une guerre d'usure, une guerre qui va demander du temps, et entre-temps que la République démocratique du Congo se donne les moyens d'être une nation forte. Alors c'est complètement fini. Patrick Onoya, un mot, Mwanga Chouchou a été condamné. Nous pensons que si nous, en faisant confiance à la justice, nous pensons que c'est un verdict exemplaire.
Alors, vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Action Fachi, président de cette structure qui est Action Fachi 2023. À cette population, moi je dirais simplement, les élections approchent. Vous êtes candidat? Non, pas du tout, mais nous soutenons la candidature du chef de l'État. À travers Action Fachi 2023. À travers Action Fachi 2023. Après les élections 2023, si on aura. Qui va continuer parce que Action Fachi, au-delà d'être une structure de promotion des actions du chef de l'État, est une structure de réflexion parce que nous prenons, n'est-ce pas, la politique de développement. Merci. Nous continuerons à exister. Allez, adressez-vous à cette population. En simple, nous avons un seul candidat, il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le seul à savoir c'est quoi être président. Il a démontré à plusieurs titres, et en particulier avec le programme de 145 territoires, et nous demandons de lui faire confiance pour son second mandat. Alors, merci bien Patrick Onoya, administrateur à la Congolaise de voie maritime, CVM, lobbyiste, professeur de finance et technologie et président, comme je le disais, de la structure Action Fachi 2023, membre allié, membre de l'Union sacrée de la nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci. Merci également à vous, madame, messieurs, de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision et surtout fidèle à ce magazine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque dimanche dans ce numéro. Et bien, occasion pour nous de souhaiter prompt rétablissement au président de Congo Web Télévision, Chabani Record. Nous sommes des cœurs avec vous. Alors, nous souhaitons également joyeux anniversaire au coordonnateur de la coordination Kinshasa Bopeto, Germain Pondou. Joyeux anniversaire à vous et merci également, madame, messieurs, de continuer à suivre ce magazine. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Eh bien, c'est la fin. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir.